n'a pas peur d'être à contre-courant. Il étudie l'islam politique depuis 40 ans maintenant. Place à notre grand angle. Cela fait donc 40 ans qu'il sillonne les pays arabes, de l'Algérie au Yémen, en passant par la Syrie. François Burgat, directeur de recherche au CNRS, a été à la tête de l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient. Aujourd'hui, il revient sur ses premières hypothèses, ses rencontres dans cet ouvrage, Comprendre l'islam politique, paru aux éditions La Découverte. Il est notre grand témoin, vous l'avez découvert, vous aussi. Bonsoir François Burgat. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, recherche, comprendre, vraiment, on sent que ça a déterminé toute votre vie, tout votre parcours. Et là, on aimerait comprendre ce qui se passe en Syrie. On annonce un cessez-le-feu ce soir. Les Turcs et les Russes seraient tombés d'accord. Vous y croyez ? On sait ce sur quoi ceux qui tiennent le destin de la Syrie dans leurs mains sont d'accord. Ils sont d'accord pour mettre les Occidentaux en général, les Américains et les Européens plus particulièrement, à l'écart de ce processus. On sait en gros sur quoi ils vont devoir encore faire des progrès. D'abord, ils ne sont pas d'accord sur le territoire qui est concerné par la trêve. Est-ce que Damas et ses environs seront ou non inclus? Et ils ne sont pas d'accord, bien sûr, sur les groupes armés qui sont ou ne sont pas concernés par le cessez-le-feu qu'ils se proposent de mettre. Sans surprise, les Russes veulent que les héritiers de Jebhat al-Nusra, ce second des groupes qu'on corrèle parfois à Daesh, ne soient pas inclus dans le cessez-le-feu et que la guerre continue contre ce groupe-là. Il demande à tous les autres groupes qu'il accepte de mettre dans le deal des pourparlers, de trahir leurs alliés en quelque sorte, puisqu'il y avait eu une alliance avec les héritiers de Jebhat al-Nusra. Il leur demande de les aider à identifier leurs implantations, notamment dans la région d'Idlib. Ils ne sont pas d'accord non plus sur le destin de Bachar el-Assad, donc il reste encore beaucoup de choses à discuter. Mais effectivement, il y a eu, sur les ruines de l'effondrement d'Alep, donc il y a un accord bien sûr, mais il n'y a plus de véritable place pour l'opposition politique, si ce n'est le strapontin que la Turquie est en train d'essayer de défendre. Il y a beaucoup de groupes différents, hein, vous l'avez expliqué, vous nous l'avez rappelé. Et pourtant, dans votre livre, vous qui étiez au début du conflit, vous dites qu'on complexifie trop ce conflit syrien, qu'il ne faut pas rappeler l'origine. Non, très souvent, on a noyé le conflit syrien sous des dimensions qui sont venues ultérieurement. Le conflit, il s'est internationalisé. Et chacun a voulu, dans cette zone de tempête, tirer son épingle du jeu, avec des agendas extrêmement différents. Donc on a dit, oh mon Dieu, ça devient compliqué. Et un certain nombre d'acteurs et un certain nombre d'observateurs dont je suis ont dit à un moment, souvenez-vous quand même de l'essentiel. C'est une population qui s'est révoltée contre un dictateur. Ne perdez pas cela de vue. Après, ça s'est complexifié. Alors, d'où vient la plus grande... Les deux axes de complexification, c'est que la révolte populaire des Syriens, celle qu'on a regardé comme étant un écho des printemps tunisiens et égyptiens, elle a donné naissance à deux avatars, deux sous-révolutions, hein, la révolution kurde et la révolution djihadiste radicale. Et progressivement, c'est ça le drame de la révolution syrienne, progressivement ceux qui soutenaient la révolution syrienne ont cessé de la regarder comme telle et se sont concentrés, les Turcs, sur l'irrédentisme des Kurdes, et les Occidentaux sur les djihadistes. Et le tronc commun, parce que les Kurdes et les djihadistes ne font pas la totalité de la population syrienne révoltée contre Bachar el-Assad, mais l'immense majorité, nous les avons abandonnés. Alors vous dites à un moment, il ne faut pas tomber dans le piège de Daesh, c'est ce que vous expliquez, et vous l'expliquez dans ce livre. Vous êtes très sévère vis-à-vis de la France, des États-Unis. On n'a pas été au rendez-vous, ils n'ont pas été au rendez-vous ? Je pense qu'on a fait une mauvaise hiérarchie des ennemis. L'ennemi le plus spectaculaire, l'ennemi le plus consensuel, l'ennemi qui est l'ennemi de tous. Il n'y a pas un seul pays sur la planète qui ne veut pas combattre Daesh. Mais il ne faut pas que la lutte contre Daesh se fasse au détriment de la lutte contre le processus qui a fabriqué Daesh, c'est-à-dire le permis de tuer sans limite qui a été accordé au régime par cette étrange configuration régionale. Donc le tous contre Daesh, à la rigueur, mais pas le tous contre Daesh et seulement contre Daesh. C'est à partir du moment où la lutte contre Daesh a pris le pas sur la moindre pression militaire sur le régime, hein, à partir de cette date tragique d'août 2013, où le président Obama
a cessé de penser à exercer la moindre pression militaire, alors que une pression militaire majeure était exercée en sens inverse par les Russes et les Iraniens. Faut pas l'oublier. On ne parlait pas de savoir est-ce que c'est bien d'intervenir ou non. On parlait de savoir s'il fallait intervenir face à une intervention étrangère massive. Eh bien, le tous contre Daesh, pourquoi pas, mais seulement contre Daesh, oui, je pense que c'était une erreur massive, majeure. Alors que faut-il faire? Qui soutenir? Est-ce qu'il y a des bons rebelles, des mauvais rebelles? Là aussi, cette question s'est posée. Il y avait un critère qu'on n'a jamais utilisé. Il y avait les rebelles qui avaient un agenda anti-occidental. Il est légitime que nous les combattions. Et il y avait des rebelles qui n'avaient pas d'agenda anti-occidental, qui avaient un agenda national. Ceux-là, je dirais, quelle que soit la longueur des poils de leur menton, nous n'avions pas à interférer avec la dynamique politique interne. Lorsque les gens que nous considérons comme fréquentables en Syrie, les gens de l'ASL, de l'armée syrienne libre, nous disent « Désolé, mesdames et messieurs, nous avons estimé que dans Alep, il était positif pour nous, il était utile de nous allier avec ces groupes que vous considérez comme trop radicaux. » Eh bien, il n'appartenait pas aux observateurs étrangers de dire non, il ne fallait pas le faire, il fallait rester tout seul, isolé. Et ils nous ont très bien dit, ils nous ont dit qu'est-ce qui nous permet de manger, qu'est-ce qui nous a aidés à briser le front. Ce sont ces groupes-là. Donc nous aurions dû faire plus clairement une distinction très simple et très logique. Ont-ils un agenda transnational anti-occidental ou non? Si ça n'est pas le cas, et ça n'était pas le cas pour ces groupes que nous avons continué à criminaliser, eh bien, il ne fallait pas le faire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est trop tard? Aujourd'hui, c'est trop tard, bien sûr, puisque je ferai remarquer qu'on parle d'évacuation des habitants d'Alep. On devrait parler de déportation. Hein. Il y a toute une terminologie qui est... C'est la première fois qu'on salue l'évacuation de la ville d'Alep. Mais l'évacuation, c'est quoi ? C'est les Russes qui devraient évacuer, c'est pas les Syriens. Ce sont les Syriens, les Alépins qu'on est en train, par dizaines de milliers. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils sont volontaires pour partir? Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de possibilité de sécurité avec les milices. Hein, il faut le dire, c'est pas seulement le régime qui est en train d'entrer dans Alep. C'est pour une part des milices qui ont un agenda aussi sectaires que les djihadistes de l'autre côté. Ils ont un agenda chiite, mais ils ont aussi des réflexes sectaires. Ils assassinent sur la base de la différence religieuse. Eh bien, bien sûr, c'est trop tard, parce que cette bataille majeure, la bataille de Syrie n'est pas terminée, la crise syrienne n'est pas terminée, elle est reconfigurée. Nous avons dispersé dans l'espace et reporté dans le temps les problèmes que nous n'avons pas été capables de régler. D'ailleurs, vous pointez du doigt dans votre livre cette grille de lecture occidentale. Vous dites que, en fait, finalement, les Occidentaux sont toujours sceptiques, méfiants vis-à-vis des partis islamiques. Pourquoi ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas? Alors là, on en vient au terrain même de mon livre. Si vous me demandez en dernière instance pourquoi on en est arrivé là, je dirais parce que les Occidentaux, nous avons, pour des raisons qu'il serait compliqué de rappeler, mais parce que nous avons compris en Tunisie et en Égypte qu'on ne pouvait pas soutenir seulement les dictateurs. Nous avons tout d'un coup soutenu la révolution. Et puis, sans le dire, quelques mois après, dès lors qu'on a vu les résultats des élections tunisiennes et égyptiennes, nous avons dit « Oh là 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 là, avons bien nous fait le bon choix » et nous avons commencé à retirer notre soutien. Nous avons mis d'abord des vétos sur le niveau d'armement que les Américains allaient confier. Les Américains ont immédiatement établi une disproportion radicale entre le niveau d'armement du régime et le niveau des rebelles que, soi-disant, nous aidions. Et donc, si on se demande pourquoi, eh bien, je dirais que le glas de l'opposition syrienne a sonné lorsque nous avons vu les résultats des élections en Tunisie et en Égypte, lorsque nous avons compris que lorsqu'on ouvre le spectre politique dans cette région du monde, c'est des forces politiques qui, quelque part, participent de ce phénomène que j'identifie comme l'islam politique, dont il faut tout de suite dire que, attention, ça ne se réduit pas à Daesh, mais effectivement, la religion, dans cette région du monde, dans cette conjoncture, tient une place supérieure à la place qu'elle joue actuellement dans nos sociétés. Nous avons une énorme difficulté à banaliser ce moment de l'histoire de nos voisins. Nous avons énormément de difficultés à comprendre que la référence religieuse peut, chez les musulmans d'aujourd'hui, jouer un rôle moins négatif que la religion a joué dans notre histoire franco-française, où elle était l'allié du pouvoir totalitaire de la monarchie. Nous avons une difficulté structurelle à comprendre que ce que j'appelle le parler musulman, l'attachement à la culture religieuse qui n'a pas été détruite par la présence coloniale, elle a un rôle
identitaire au sens non pathologique du terme. Elle est une espèce d'accessoire de l'affirmation de ces sociétés dans une conjoncture où, sur l'histoire longue, eh bien, ils sortent d'une phase de domination. Ils sortent d'une phase qui était la phase coloniale, puis la phase impériale. Ils s'affirment. La religion joue un rôle différent de ce qu'elle a joué dans notre histoire. Et ça, effectivement, nous avons beaucoup de difficultés à le comprendre. Mais est-ce qu'on a aussi beaucoup de difficultés parce que Daesh, en fait, est-ce que c'est un avatar aussi de cet islam politique? Est-ce que ça peut expliquer justement cette peur? Oui, pourvu qu'effectivement, on n'assimile pas cette dynamique à l'un de ces extrêmes. L'islam politique, c'est aussi le parti qui a remporté les élections en Tunisie, dont on nous avait dit, attendez, s'ils arrivent au pouvoir par les élections, ils n'en partiront que par la force des baïonnettes, et qui sont quand même partis lorsqu'ils ont perdu de peu d'ailleurs les élections. Donc l'islam politique, c'est un spectre extrêmement large qui va de, je dis, Ranouchi, le leader du parti Nahda tunisien, à Baghdadi, l'extrême opposé. Nous ne pouvons pas percevoir ce phénomène que par cet extrême qu'est Daesh, et surtout, nous ne devons pas trouver une explication à l'émergence de Daesh par des considérations culturelle, religieuse. Nous devons comprendre quelle est la machine qui a fabriqué le djihadisme et surtout admettre que dans cette machine, nous sommes présents. L'une des formules que j'aime employer, je dis la meilleure façon de combattre efficacement les djihadistes, c'est de cesser de les fabriquer. Donc moi j'invite effectivement dans ce livre le lecteur et les élites politiques à se demander, tiens, est-ce qu'on n'a pas joué un rôle? Parce qu'à ce moment-là, on aurait une marge de manœuvre si on redevient des acteurs. Si on se dit simplement, ah, mon Dieu, c'est le Coran, et dès qu'il y aura un Coran sur Terre, tout dégénérera comme ça, évidemment, on va être très pessimiste. Si on se dit, non, oubliez le fait qu'il parle musulman, posez-vous des vraies questions de savoir pourquoi il y a une radicalisation, eh bien vous verrez qu'on a des raisons d'être un petit peu moins pessimiste, mais aussi de se sentir un petit peu plus responsable. Alors vous avez décidé d'apprendre l'arabe, ça sera ma dernière question. Est-ce que là aussi, cette différence linguistique fait qu'il y a des incompréhensions? Par exemple, vous vous rappelez que les médias disent Allah au lieu de dire Dieu, qui sera un terme rassembleur. C'est ça que vous prenez? Ça fait partie, on a suffisamment, avec le monde musulman, on a suffisamment de bonnes raisons de ne pas s'entendre. Il y a des compétitions économiques, des enjeux, mais on devrait faire l'économie des malentendus de nature culturelle. Et effectivement, l'une des façons élémentaire de connaître l'autre, c'est de parler sa langue. Oui, effectivement, ça ferait du bien. Les Français seraient plus forts, plus intelligents, plus efficaces dans leurs relations internationales s'ils connaissaient plus de langues non occidentales, dont l'arabe. Merci François Burgat d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Comprendre l'islam politique. Et c'est vrai que vous nous emmenez sur ces 40 ans de parcours que vous avez fait du Yémen à la Syrie en passant par la Libye aussi. Vous racontez votre rencontre surréaliste avec le colonel Kadhafi. Merci encore. Je rappelle les éditions La Découverte.